Présente, présente, Brigitte. J'aimerais mieux qu'Odile le fasse. Non, non, Odile, elle fait pas. Allez, Brigitte, tu sors de l'eau pour une fois. Allez, Odile. On te voit pas, mais on t'entend très bien. Soyez pas si compliqués, vous me connaissez tous. S'il y a Voilà, pas- Elisabeth, je crois que la meilleure solution, c'est que tu te présentes. Voilà, bonjour. Bon, alors, je suis un professeur émérite à l'Université hébraïque de Jérusalem. J'ai toute ma vie travaillé sur la renaissance de l'art juif, sur les rapports entre les juifs et les chrétiens au Moyen Âge à travers l'art. J'ai eu, Dieu merci, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui travaillent aujourd'hui dans différentes universités Merlalot et qui continuent le travail que j'ai fait. Je suis la nièce d'André Neher et pour cela, et parce que les Neher, je vous le rappelle, n'ont jamais eu d'enfants, nous les neveux, nous continuons à garder le flambeau, chacun dans son coin et chacun dans son œuvre. À propos de cela, je vais vous annoncer l'ouverture d'un grand congrès à l'université de Bar-Ilan sur André Neher le 9 mai, c'est-à-dire bientôt, qui devrait aussi nous redonner des lumières dont nous avons bien besoin par ces temps particulièrement difficiles. Voilà, alors je vais vous parler de quelque chose qui est nouveau. Ce que vous voyez là sur l'écran, la couverture de ce livre gris est parue au mois de mai, il y a quelques mois, à Paris, dans des éditions de l'Éclat qui sont absolument extraordinairement dirigées par Michel Valency, qui a pris la responsabilité de publier cette correspondance. Cette correspondance a été présentée pour la première fois à Strasbourg, où il y avait une année André et Rina Neher qui n'est pas terminée encore. Vous en voyez le sigle dans la partie droite de l'écran. Il y a eu un congrès de 2 jours. Oui, Il faut maintenant faire le screen. Maintenant qu'on a commencé, on refait le share en bas. On va refaire le share en bas, oui. Attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. Non, ça c'est live share. Voilà. OK. Et on se remet là-dessus. Donc, ça va? Voilà, super. Vous pouvez faire en bas à droite. Vous pouvez mettre en très grand l'écran. Oui. Screen En sharing. bas, en bas, en bas. En bas, j'ai plus rien. Voilà. Non, Bon, non. j'ai passé à l'image suivante, c'est dommage. Oh là 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 là, allez trop vite. Mais c'est d'air. OK. Alors, ce livre est donc sorti en même temps que le congrès de Strasbourg, où j'ai parlé, où j'ai dit à peu près ce que je vais dire ce soir. Et ce n'est pas un livre de Neher, ce n'est pas un livre d'Anna Weissman. Et en même temps, c'est quelque chose qui a, pendant les dernières années de sa vie, préoccupé Rina Neher au point que ça en devenait presque une obsession. Il faut vous occuper de la correspondance, il faut publier la correspondance, elle est trop importante, cette correspondance. Et à la vérité, je ne suis pas sûre que nous avions, nous, les neveux, tellement bien compris de quoi il s'agissait. On avait vu quelques lettres d'Anna Weissman, on avait vu quelques œuvres d'Anna Weissman, une petite seconde, on avait vu des œuvres comme celle de Jackie, et puis on savait qu'il avait existé dans la vie des Neher, dans le passage des Neher, une sculptrice qui s'appelait Anna Weissman. Alors il faut savoir qu'Anna avait un seul fils, Samuel Blumenfeld, qui portait le nom du mari d'Anna, dont elle était divorcée les dernières années de sa vie. Et ce sont eux qui ont accepté de prendre la responsabilité de publier ce que Rina avait préparé avec Karine Brenner. Donc, la publication était prête. Il fallait la mettre en route. Et en réalité, nous avons senti, ceux qui ont participé à ces quelques journées à Strasbourg, nous avons senti que nous accomplissions le souhait fervent qui a accompagné Rina jusqu'à ses derniers instants à Jérusalem en 2005.
Alors ça, c'était à Strasbourg. Aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir accomplir son vœu à Jérusalem aussi. Dans sa préface à la correspondance entre Anna Weissmann et son mari André Neher, Rina Neher préparait un texte avec Karine Brenner dans lequel elle écrivait « Leur correspondance joue sur tous les registres, mais le thème dominant est une réflexion sur l'art et le judaïsme, indissolublement liés ici. » C'est une chose qui ne paraît pas évidente parce que quand on connaît André Neher, quand on sait combien il a publié la philosophie, la théologie, l'histoire juive et l'art juif, a-t-il une place dans sa pensée? Devons-nous estimer que ça, c'est une œuvre importante? Il faut se rappeler un certain nombre de choses qui étaient connues de Neher et qui ont guidé ma vie. Lorsque la Bible, au chapitre 31, les versets 2 et 3 de Shemot, relate le choix par l'Éternel de Betzalel ben Uri ben Hur de la tribu de Juda pour mettre en œuvre le tabernacle et ses objets, elle précise, et c'est l'Éternel qui parle, c'est pas Betzalel, Re'e karati beshem Betzalel ben Uri ben Hur le Mate Yehuda, amale oto ruach Elokim, bechokma u betuna, bedat u bechol melacha. La renaissance de l'art juif au début du siècle dernier s'est basée sur ce verset. Amaleoto Ruach Elokim, c'est aussi le titre de ma participation ici. Je vais le remplir du souffle divin. Comment l'artiste peut-il travailler? Il a besoin de ses mains, il a besoin de technique, il a besoin d'apprendre. Tout ça, ça vient après. D'abord vient le souffle divin dont Dieu le remplit. Je le remplirai du souffle divin, de sagesse, d'intelligence, de savoir et d'habilité à tout travail. Dès l'abord, le premier artiste, dès l'appel de l'œuvre sainte, est marqué avant tout du souffle divin, de l'inspiration spirituelle qui est la seule raison d'être, le creuset même de l'art. Et c'est bien d'art juif qu'il s'agit, de cet art qui est au service de l'inspiration divine. Celui dont nous savons aujourd'hui nous le savons et nous l'avons vu ensemble avec vous plusieurs fois, combien il était répandu, ouvert, généreux et servait de langage spécifique au peuple juif qui seul en comprenait les symboles. Il y a quelques années, à l'issue d'un congrès de plus de 300 intervenants que j'ai eu le bonheur d'organiser à Jérusalem, j'ai publié un article en anglais qui s'intitulait « Jewish Art Without a Question Mark », l'art juif sans point d'interrogation. Car aujourd'hui, après plus de 70 ans de recherche et de découvertes qui paraissaient utopiques et improbables, de Dura Europos, et alors maintenant, comment est-ce que je passe de l'un à l'autre? Comment j'arrive à faire... Non, voilà. Slideshow from beginning, slideshow. Right, okay. Et ces découvertes qui paraissaient utopiques et improbables, de ces découvertes et celles que vous avez vues, ben non, je vais en arrière, quelle idée. Non, je vais en avant, voilà. C'est où? Non, l'air. Voilà. Ces découvertes dont nous avons parlé, quand je vous ai fait donner une conférence sur Dura Europos au IIIe siècle de l'ère chrétienne, découvert en 1952, jusqu'à la synagogue de Tzipori de 1999, une des découvertes de notre époque. Désormais, l'art juif est reconnu non seulement comme une expression esthétique, mais comme l'expression même de l'âme juive dans toutes ses facettes. Le judaïsme non seulement ne prohibe pas l'art, il ne l'interdit que lorsqu'il est destiné à un culte idolâtre. Le second commandement est souvent oublié dans les citations contre l'art juif. Lo taseh lecha pesel vechol tmuna asher bashamayim mimal ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ,
Depuis le début du 19e siècle jusqu'il y a 70 ans, il paraissait tout à fait normal de dire il ne peut pas y avoir d'âge juif. C'est mis clairement qu'il ne peut pas y avoir de représentation de quoi que ce soit qui soit en vie. Et on oublie le deuxième passouk. Lo tishtachave lahem velo ta'ovdeim ki anochi Hashem Elokecha el kana poked avon avot al banim al shilishim ועל ריבעים לשנוא. לא תשתחווה להם ולא תעובדם. Vous n'avez pas le droit de vous faire de représentation de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Si c'est pour les adorer, si c'est pour en faire le service, s'il s'agit du service divin, la situation est totalement différente. Non seulement l'art n'est pas prohibé, mais il est l'expression même du judaïsme. Son vocabulaire visuel peut être religieux, philosophique, social, national. Il peut être un message ou un signe d'identité. Il peut être un symbole ou un témoignage. Il peut, comme le dit Franz Rosenzweig quand il est cité par Neher dans son livre « Ils ont refait leur âme », il peut ouvrir le rideau derrière lequel l'éternité se cache. C'est maintenant, et après ce qui est aujourd'hui une évidence, et vous devez l'accepter quand je le dis, que nous pouvons chercher à comprendre ce qui a lié si profondément André et aussi Rina Neher à Anna Weissman. André Neher, là nous voyons encore quelque chose de Tzipori, et voilà la famille Neher à Lanteuil. André Neher est né en 1914 à Obernai, le dernier des 4 enfants d'Albert Abraham Neher et de Rosette Strauss. Suze, l'aînée, épouse du docteur Gaston Revel, dont la plaque de mémoire a été inaugurée il y a 1 an dans la grande salle de la synagogue de la Paix, et dont les mémoires viennent de paraître aux éditions de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Suze est la mère de Daniel, mon mari, et de ses 2 frères, Jean-Paul, Zirkono Libracha, et Michel. Richard, mon père, le second des enfants Neher, et celui de ma sœur Michel, magistrat, il est le grand frère d'André et l'auteur avec lui de leur premier écrit en 1947, Transcendance et immanence. Hélène dite Aya, leur sœur, avec son mari Nathan Samuel et leur fille Fanny Zichona Livracha et Evan, ouvrira aux enfants rescapés de la Shoah, dont je vous le rappelle Elie Wiesel, une maison, un foyer, leur donnant ainsi une famille pour leur permettre de revivre. Chez les Neher à Obernai, et je n'ai pas besoin de le répéter ici, on observe strictement les mitzvot. Notre grand-père est le Parnes, le président de la Keïla, mais on y étudie beaucoup les Mefarshim et la Gemara, mais aussi les poètes, les philosophes, les historiens. Il y a une grande bibliothèque à la maison qui contient, il faut le signaler, le premier livre d'art juif publié à la fin du 19e siècle par Ernst von Wiener en allemand, Die jüdische Kunst, l'art juif. S'y trouve aussi la première publication de la fameuse Agada de Sarajevo, encore en noir et blanc. Tous ces livres ont dû être abandonnés en 1939 à Strasbourg à la débâcle et n'ont jamais été retrouvés. Au foyer des Neher, on écoute et on joue de la musique. On lit des livres et on ne lira jamais, mais on connaît ce que Gaston Revel, et c'est la couverture de son livre, fera dans la Résistance et ensuite comme premier médecin juif à Buchenwald. Tous ceux qui se trouvent à Obernai, puis ensuite à Strasbourg, jouent de la musique. Mais Suze elle-même est une pianiste de concert. Et notre grand-père peint des scènes bibliques, des paysages d'Alsace et des portraits d'artistes. De leur refuge pendant la guerre à Machanaïm, à la double demeure, les Neher, vous le savez, font une source vive d'études juives, mais aussi des hidour mitzvah, d'embellissement traditionnel de la mitzvah en écrivant et en illustrant les 4 Agadot de Machanaïm, dont la beauté illuminera ensuite les foyers des 4 enfants Neher et de leurs descendants, ayant tous rejoint André et Rina en Israël.
C'est de Mahanaïm en Corrèze qu'André Neher tient ses premiers contacts directs avec l'art juif, avec son symbolisme, avec son sens profond. À son mariage avec Rina, il découvre la collection d'objets de judaïka de son beau-père, le docteur André Bernheim. Il suivra avec passion les premières découvertes des mosaïques des synagogues en Eretz Israël. Donc vous voyez ici des exemples de la Haggadah de Mahanaïm le soir du Seder et des images qui contiennent aussi une vocalisation musicale des chants du Seder et surtout des images de Jérusalem. Plus tard, Neher suivra avec passion la découverte des mosaïques de synagogues, de Beth Alpha, de Jéricho, de Hamat Tveria, puis de Masada avec Yigal Yadin, autour des congrès d'études juives où il y aura dès 1973 une section d'art juif, aujourd'hui emplie de jeunes savants. Nous avons commencé avec 5 personnes en 1973, dont 2 n'étaient pas encore habitants de Jérusalem. Aujourd'hui, notre section d'art juif au congrès des sciences juives, une fois tous les 4 ans à Jérusalem, comprend plus de 200 personnes. Neher connaîtra aussi et de très près les manuscrits juifs de la mer Morte avec lesquels il travaillera. Il verra les pages des manuscrits du Moyen-Âge à l'époque de Rashi et du Rambam. Il verra le décor des lettres de ces manuscrits. Il verra la naissance de symboles comme le Magen David. Et il apprendra qu'on peut jouer avec les lettres pour en faire des ornements. De toutes ces découvertes, où progressent les publications et les commentaires, de sa chaire d'études hébraïques à l'université de Strasbourg, la première en France, il participe d'un monde et de formes d'art qui lui parlent et auquel il donne un écho dans ses écrits. Un de ses livres, qui est un peu moins connu peut-être que les autres, paraît en 1969 et il s'appelle « De l'hébreu au français ». Il est destiné essentiellement aux étudiants et aux traducteurs. Il y dit sa passion des lettres et de la langue hébraïque, de l'écriture si belle et si harmonieuse, vous l'avez vu, de Nathan Samuel, son beau-frère, le scribe des Haggadot. Neher retient d'admiration sans borne. Du rôle de l'art dans la pensée humaine, il retient et écrit un exemple dont le titre lui-même dit son désir d'interpellation. Il s'agit d'un article qui paraît en 1975, longtemps après qu'il ait connu Anna Weissman, nous le verrons tout de suite. L'article paraît dans la Revue d'histoire et de philosophie religieuse. Il est intitulé « Michelangelo », le Michelangelo, le Michel-Ange de Moïse, et le Maharal de Prague, la base des études nouvelles de Neher et de ses élèves. Et le deuxième titre de cet article, c'est « Essai sur la parenté de leur œuvre créatrice ». Qu'il y avoir de commun entre le Maharal de Prague et Michel-Ange. Ce texte a été écrit pour le 500e anniversaire de la naissance de Michel-Ange et Neher s'explique dans un avant-propos de l'article. Il s'agit de la mise en évidence d'un parallélisme spirituel chez 2 créateurs d'envergure géniale qui ont chacun, à partir de ses positions originales et irréductibles, apporté à l'esprit du XVIe siècle une contribution commune, l'un dans le domaine de l'art, l'autre dans celui de la philosophie. Oser comparer, oser mettre ensemble Michelangelo de Goya, l'homosexuel, le garçon qui joue avec ses mains, qui fait des sculptures, va être interdite, et le Maharal de Prague, le génie de la théologie juive du XVIe siècle. Mais il y a quelque chose qui les a rapprochés et c'est assez extraordinaire. Nous savons par Vasari, dans sa Vita di Michelangelo, vers 1560, que les Juifs de Rome allaient voir Michelangelo travailler, envahis d'admiration à la vue de la grandeur biblique de son œuvre, à tel point que la chapelle Sixtine est pour eux la base d'une compréhension de l'utilisation de l'art dans un domaine où il n'a, soi-disant, rien à voir.
Neher voit dans le Moïse de San Pietro in Vincoli l'incarnation même de l'humanisme si cher à Neher, l'humanisme matérialisé en une statue d'homme. Où est l'interdiction de la statue? Il ne s'agit pas d'un service idolâtre, c'est une statue d'homme. Plus loin, Neher jette un nouveau regard sur le vide, et vous le voyez ici, entre la main de Dieu et celle de l'homme. La main de Dieu ne touche pas à la chapelle Sixtine, celle de l'homme qu'il crée. Le Midrash, les tables de la loi et son interprétation sont sûrement à la base du dessin. Mais Neher y voit, à l'instar du Maharal de Prague et de son idée centrale du Emsa, un sens à la voix plus large et plus défini. C'est à travers ces distances mêmes, c'est à travers ce vide, ce petit intervalle sacré, que s'instaure la vie, la lutte, la coopération de la main de Dieu et de la main de l'homme. C'est par ce petit intervalle que peut se faire le Tikkun Olam. Imposant et révolutionnaire. Resté unique, cet article nous livre les clés de la pensée de Neher en regard de l'art, de la sculpture comme de la peinture, et son élévation au plus haut degré de la pensée humaine. Et c'est ici qu'intervient le lien qui se crée presque naturellement entre Anna Weissman et André Neher. Un lien qui pourrait, dans notre réflexion, être introduit par ce même texte que nous venons de citer, de la main de Neher, le parallélisme de deux êtres exceptionnels, l'un de l'art, l'autre de la philosophie. Mais au contraire de Michelangelo, excusez-moi, et du Maharal, André Neher, le philosophe, et Anna Weissman, la sculptrice de génie, se sont trouvés, se sont connus et ont correspondu pendant 26 années pendant lesquelles Anna Weissman écrit, pose des questions à Neher, attend des réponses. Et Neher répond comme il a répondu à tous ceux qui lui ont écrit pendant sa vie. Il y a encore 2000 pages de correspondance qui attendent d'être publiées. Il répond pas à chaque lettre. Il répond quand il y a une question brûlante et quand il a une réponse à lui donner. Quand le 22 février 1962, et retenez cette date, sur la base de sa lecture des notes sur Kohelet, vous qui avez lu Neher, les notes sur la Kohelet sont parmi les livres les plus difficiles à lire de Neher, encore plus difficiles pour un novice. Anna Weissman s'adresse à Neher pour la première fois. Elle l'appelle le rabbin Neher et elle ne sait de lui que cette lecture. On lui a dit, ses amis, si tu as des questions à poser, adresse-toi à Neher. Et c'est ce qu'elle fait. D'elle-même, elle sait déjà beaucoup, et surtout de la présence de l'art qui transpire en moi. C'est elle qui le dit. Elle a découvert le judaïsme qu'elle ne connaissait pas, elle l'a découvert par son mari, et elle a découvert en sculptant les lettres hébraïques, une à une, qu'elle ne savait pas lire au début. En cela, elle rejoint, sans toutefois le savoir, la longue lignée des scribes et des enlumineurs juifs dont nous avons vu il y a quelques secondes le travail au niveau de l'embellissement des manuscrits par les lettres juives. Elle ne les connaît pas, ces lettres. Elle ne sait pas les reconnaître. Mais elle sent, intuitive et géniale, qu'elle lui parle. Ce n'est ni la plume ni le calamus qu'elle emploie, mais le marteau et le stylet. Comme Michelangelo, elle sculpte dans la pierre, sans pourtant transgresser ce que son mari voit au début comme un interdit, suivant les Aseret Adibrot. Mais elle sculpte la parole dans la pierre, c'est ce que Neher lui dit. Il lui répond au niveau de ses interrogations. Il lui demande de lire encore et écrit « Mais peut-être mon Jérémie vous montrera-t-il mieux encore combien nous sommes proches. » Or, c'est justement Jérémie qui va les lier pendant 26 ans. Seule la mort d'Anna, quelques années après, André, mettra fin à leur échange. De la même façon que la mort a mis fin subitement, cruellement,
à la vie de la sœur aînée d'André Neher, Susan Revel, en 1958, à l'âge de 52. Jérémie paraît pour la première fois en 1960. Ah, je ne veux pas oublier, vous entendez les avions qui passent au-dessus de notre tête et qui vont faire leur travail. Les Juifs de Rome qui venaient voir le travail de Michelangelo à la chapelle Sixtine, y ont découvert le prophète Jérémie, lui aussi, assis, soucieux, malheureux, portant un poids énorme dans un des angles de la chapelle Sixtine. Une Haggadah faite à Venise exactement à la même époque montre le Chacham des 4 enfants exactement sous la forme inversée du Jérémie de Michel-Ange. C'est la manière dont les Juifs d'Italie ont décidé d'honorer Michelangelo comme quelqu'un qui fait partie de la tradition juive. Quand Jérémie paraît pour la première fois en 1960, on a caché la photo dessus, je pense. Jérémie de Neher paraît pour la première fois en 1960 et vous savez qu'il a été réédité en 1980 et 1998. Mais André Neher écrit en exergue sur la page de garde le texte que vous aurez sous les yeux dans une seconde, à la mémoire de ma sœur Susan, qui a marché merveilleusement inondée de lumière rayonnante sur la route des œuvres de paix ouvertes par les prophètes. Un peu plus d'1 an plus tard, une forêt est plantée à Neve Ilan, sur la route qui monte à Jérusalem. C'est Jérusalem des soirées de Seder dans les Pessach de Mahanaïm, dessinée sans qu'il l'ait jamais vue et sans qu'il n'ait jamais eu le droit de la voir puisqu'il est mort en 1945, dessinée par Albert Abraham Neher, notre grand-père. C'est Jérusalem où Neher n'habite pas encore, mais où le parchemin portant le nom de sa sœur va être enterré. Un parchemin couvert de lettres qui disent la vie d'une femme merveilleuse, symbole de foi en Dieu et en l'homme, malgré l'horreur et le désespoir. Et ce parchemin qui porte les mots suivants, et vous retiendrez qu'il parle de Jérémie. Comme autrefois, au milieu des ombres de la catastrophe et de la mort, tu demandas, Éternel, au prophète Jérémie, de mettre en terre le contrat de la rédemption, c'est-à-dire le contrat de la Géoula, enterré dans la terre de Jérusalem, lui révélant ainsi que la mort n'achève rien et qu'à nouveau Israël affluerait vers Sion dans la ferveur et dans la joie. Ainsi, nous déposons le texte de cette prière au milieu des arbres qui, plantés ici en souvenir de Shoshana Tikva, Batechaver Abraham, grandiront, s'épanouiront et diront à son peuple qu'elle est présente parmi nous. De que celle a planté en donnant sa lumière, son amour, son sourire, son parcours et le rayonnement de son âme à ses proches et aux plus lointains, ce bosquet n'est qu'un modeste symbole. La mort l'a surprise en pleine route, mais quelle moisson prodigieuse de mitzvot et de bonnes œuvres avait-elle déjà rentré. C'est sans doute parce qu'elle allait d'un pas trop rapide sur la voie du bien que nous avons dû rester derrière elle et que toi seul, Éternel, tu pouvais l'accueillir. Garde son âme dans le faisceau de la vie jusqu'au jour où nos voix aujourd'hui brisées par le sang jubileront à nouveau. Ce que tu as donné, tu l'as repris, mais ce que tu as repris, Madame Ouani Bezoum Karega, Titkacher le Sabaramodé. Ce que tu as donné, tu l'as repris, mais ce que tu as repris, tu l'as redonné. Que ton Saint-Nom soit à jamais béni. Voilà des mots qui, aujourd'hui, retentissent d'une façon beaucoup plus forte encore que ce qu'ils l'étaient en 1958. Et maintenant, je veux vous montrer, encore une fois, le visage que vous avez vu tout à l'heure, de la main d'Anna Weissman. Elle a fait cette œuvre en 1958, c'est-à-dire à peu près au moment où Neher commençait à penser à publier son Jérémie et l'année de la mort de Susan.
Il ne s'appelle pas encore Jérémie, ce visage. Il s'appelle un rabbin ou un prophète. Il est l'ébauche du Jérémie qu'elle donnera ensuite à André Neher en cadeau. Anna Weissman façonne un Jérémie en parallèle avec la lecture du livre de Neher. Elle écrit des lettres qui se répandent entre eux deux sur la façon dont elle voit Jérémie, dont Jérémie l'empoigne, dont elle doit parler pour lui. Et elle appelle cette période-là, d'avril à novembre 62, sa période Jérémie. Jérémie arrivera chez les Neher en janvier 1963 et André Neher écrira « Jérémie rayonne de lumière sans cesse renouvelée ». Il écrira de Strasbourg encore. « En ces matins bienheureux, les premières heures du soleil l'inondent et il boit le soleil qui nous manque et dont nous avons tant besoin. Nous ne le connaissons pas encore entièrement et sans doute nous ne le connaîtrons jamais intégralement, tant il se renouvelle par quelques faces encore inconnues. Mais nous l'aimons intensément, et déjà sans toutefois que nous lui soyons encore trouvé une place définitive. Peut-être devra-t-il errer de lieu en lieu, mais il est profondément ancré en nous, avec nous. En s'associant les deux lettres qui forment le mot de la fin, Ketz, la fin messianique, la fin inachevée et inachevable, vers laquelle tendait Jérémie et vers laquelle nous tendons tous. Et votre Jérémie nous fait sans cesse nous dépasser vers plus haut. Écoutez bien la phrase suivante. Merci de cette ouverture sur l'infini, sur Dieu. Merci de votre amitié si signifiante et fervente. C'est signé André et Rina Neher. Et il continue à parler de Jérémie et elle continue à en faire un personnage. Vous le voyez ici à droite, c'est la dernière version de Jérémie, celle qu'elle a donnée au Neher et qui se trouve aujourd'hui sur le bureau de mon beau-frère Michel à Yerushalayim. Et elle fait cadeau un petit peu plus tard à Neher aussi d'une de ses lettres, un Aleph dont on reparlera tout à l'heure, qui est magnifique et qui se trouve sur le coin du bureau de notre fils David. Il y a des dessins aussi, comme celui que Jackie a chez lui. Il y a un dessin que tout le monde a connu à Jérusalem, dans le salon des Samuel, le dessin qui représentait Jérusalem. Voilà Anna Weissman, une jeune femme, et plus tard une femme bourrée de problèmes physiques et aussi de problèmes sociaux. Il trouve qu'on ne la comprend pas, qu'on ne sait pas ce qu'il faut lui dire. Et Neher écrit quelques mois plus tard, après la lettre que vous avez vue, très chers amis, il s'adresse à Anna et à son mari, nous comptons les journées qui nous séparent de notre prochain voyage à Paris. C'est un point d'interrogation, etc. Je ne saurais vous dire combien le face-à-face avec Jérémie est réconfortant. Les déchirures de notre existence, et ici il fait allusion au fait que sa mère, notre grand-mère, notre grand-mère, a été décédée quelques semaines avant, et que pendant la semaine de deuil pour la mère d'André, le père d'André est décédé aussi. Ils ont fait une shiva qui était une shiva douce. Les déchirures de notre existence, multipliées par celles nombreuses, vous le savez, qui portent leur écho douloureux chez nous et auxquelles on voudrait porter remède, ces déchirures se recomposent sereinement, majestueusement, héroïquement, en cette altière montée de Jérémie qui les regarde, les absorbe, les signifie et ainsi les transfigure. Dans le rythme contradictoire des instants morcelés et éparpillés des vies, Jérémie est le roc arpège du sens de la vie. Il est direction, élan, flèche. Merci Anna Weissman-Blumenfeld et à bientôt, à vous deux, de nous deux. Vous voyez que cette correspondance est bien plus que quelques mots d'amitié entre des gens qui se comprennent et qui se connaissent.
André et Rina. Elle a voulu, et elle avait dit clairement que le livre qui paraîtrait ne porte que le nom de Anna Weissman et André Neher, ne porte pas son nom. Rina s'est toujours effacée derrière son mari qu'elle adorait. Anna Weissman entre un Aleph et un Lamed dans son studio. André et Rina devant leur piano, André et Rina devant leur bibliothèque. Suzel, Jérémie, le livre, la sculpture, le prophète, 1958, 1960, 1962. Je ne crois pas avoir besoin d'en dire plus. Ce qui a rattaché, et je l'ai découvert en étudiant la correspondance, quand elle a paru, ce qui a rattaché Anna Weissman et Neher au tout début de leur parcours, c'était la disparition de Suzel. Rina dira dans la préface dont j'ai cité tout à l'heure, après la mort d'André, alors qu'elle ne sait pas si la correspondance trouvera un éditeur, très vite du rabbin, c'est au frère qu'Anna Weissman s'adresse en André Neher. Au frère qui quittera ce monde en 1988, avant elle, 7 ans avant Anna Weissman et 17 ans avant Rina. Orana et Rina vont continuer à s'écrire, l'une soutenant l'autre, des lettres qui sont presque des lettres hebdomadaires, chacune admirant l'autre. Au-delà des 26 ans de correspondance entre les trois. La chose la plus importante, je crois, ce sont ces 2 citations que je vais vous lire maintenant. La première de Rina, qui encore dans cette préface dit ce que vous voyez là dans ce livre, ce que vous verrez dans ce livre. C'est une correspondance au sens le plus noble du terme, le témoignage d'un véritable échange de lumière entre une artiste et un intellectuel, qu'une même authenticité en quête de leur identité irréductible réunit. Les dernières lettres que Neher écrit à Anna Weissman, quelques dernières années de son existence, elles se font plus rares. Il était fatigué, il était malade, mais il n'a pas arrêté de lui écrire. Quelquefois, il disait « Je n'en peux plus, je ne peux pas écrire, Rina le fera pour moi ». Le 6 février 1984, il écrit « On nous dit que votre lettre, dans la lettre qui est arrivée avant Shabbat, que vous êtes une force. Vous nous l'écrivez explicitement et nous le sentons à travers vos lettres et à travers ces splendides photos qui nous donnent une fois de plus la présence de votre création, de votre inspiration et de votre courage. Ce courage triomphera dans la lutte que vous menez, Samuel à vos côtés, vos amis autour de vous, et en vous, votre art, qui, tel le buisson ardent, brûle mais ne doit pas vous consommer. Restez forte et vous-même. Écoutez la voix intérieure qui vous guide et qui est la prière transfigurée en art. Nous vous envoyons nos pensées depuis Jérusalem, elles sont constamment auprès de vous. En grande fidélité, André et René Neher. Et la dernière lettre, la toute dernière, avant qu'il l'écrive, je suis fatiguée, je ne peux pas écrire. Je réponds immédiatement à votre question du 25 septembre. Vous n'avez pas seulement le droit, vous avez le devoir de travailler aux lettres. C'est une mitzvah. La dimension du service sacré, Avodat Kodesh, est large, infinie. Elle s'étend aussi, peut-être surtout, à la vie intérieure, à l'âme. Votre âme sert Dieu lorsqu'elle demande à vos doigts de faire surgir de la matière l'esprit des lettres. Vous dites, chère Anna, que c'est moi seule que vous écouterez dans ce domaine. Et vous avez raison de me faire confiance. Écoutez-moi donc et commencez votre chaîne des Aleph dès le reçu de ma lettre. Dans la joie de la avoda, travail et service, et poursuivez cette avoda dans la joie d'une mitzvah pour laquelle Dieu a besoin de vous. Ici s'inscrit
toute l'importance de l'art, de ce que nous appelons l'art juif, de l'art au service du judaïsme. Toute l'importance de ce que nous apprenons dans les 70 dernières années et continuons à apprendre sur la mitzvah que consiste le travail dans l'art juif. Et nous allons voir la dernière image. La dernière image est liée à la lettre que le 28 octobre, 3 jours après le décès d'André, le 28 octobre 1988, Anna écrit à Rina. « Chère et douce Rina, la triste nouvelle m'est tombée comme une hache, malgré les précautions prises pour me la dire. Aujourd'hui, il faut penser à l'œuvre d'André, qui doit continuer, plus belle que jamais. Aussi, je vous propose d'illustrer par une ou plusieurs reproductions de mes lettres hébraïques que vous aimez et qu'André défendait avec tant de force et de conviction, le livre qui est actuellement sous presse chez Bibliophone. Ce serait la plus belle démonstration, la floraison d'une amitié longue, riche et si belle qui existe entre nous. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme, Anna Weissman. » Et voilà la photo que j'ai trouvée dans les cartons que Bou et René nous ont laissés après leur décès. Le dessin et la sculpture de la chaîne des Aleph d'Anna Weissman, de la chaîne de la première lettre de l'alphabet qui, ensemble, en s'accrochant les unes dans les autres, créent d'autres lettres, créent d'autres mots et montent jusqu'au ciel. Et si vous faites attention sur la partie droite de la base du dessin, le livre de Néer regarde sur une tradition qui contient, dans la première page de la couverture et la chaîne des Aleph, et qui contient un certain nombre, un grand nombre, des dessins et des sculptures d'Anna Weissman. Je voudrais simplement vous dire que ce livre, ce très très beau livre, qui contient des textes merveilleux, c'est un mème qui est une de ses plus belles lettres qui est sur la première page, se trouve ici à Jérusalem chez Vice Versa. Vous y trouverez des informations extrêmement émouvantes sur ces deux personnages qui de loin, parce que finalement ils ne se sont rencontrés que, je crois, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 fois, de loin ont construit quelque chose qui concernait deux façons de s'exprimer dans le judaïsme par la mitzvah décorée, les hidour mitzvah, et par la prière. J'espère que j'ai trouvé, en rattachant ce livre à Jérémie et Jérémie à Sujl, une des clés de la rencontre d'Anna Weissman et d'André Néer, qui s'est, ne l'oubliez pas, continué pendant 26 ans. Et pour vous qui avez connu, une grande nombre de vous ont connu Rina, se sont rappelés peut-être de l'avoir entendu dire, même les derniers mois. La correspondance. Occupez-vous de la correspondance. Merci beaucoup. ובשורות טובות לכולם. Merci beaucoup. Ouais, s'il y a des questions. Où habitait-elle? Où habitait-elle? Anna Weissman à Paris. À Paris. Elle avait un studio à Montparnasse qui existe encore et dont les enfants ont continué à s'occuper. Il y a eu une exposition 2 mois après Strasbourg. À Strasbourg, il y avait une exposition en même temps que le congrès. Et à Paris, il y a eu une petite exposition qui a duré 10 jours où je devais aller parler. Elle a commencé la soirée d'inauguration de l'exposition était le 9 octobre. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je ne suis pas allée à Paris. Encore une question? Moi, je voudrais dire quelque chose. D'abord, je voudrais dire que je suis très, très contente que vous soyez venus ce soir et que vous ayez parlé des nerfs. Parce que
Je trouve que nous n'en parlons pas assez, ni nous, ni personne. Et effectivement, c'est peut-être parce que, je ne sais pas. Mais moi, je les ai connus personnellement. Franchement, André, il avait la bonté sur le visage. Et René était quelqu'un de formidable, ça, je voulais dire. Mais je voulais dire quelque chose d'autre. Parce que vous parlez sans arrêt d'art. Et quand Oui, vous avez parlé d'art, vous voulez parler de dessin, de peinture et de sculpture. Mais oui, moi, je voudrais dire que l'œuvre d'André Neher, c'est aussi de l'art. oui, bien sûr. L'écriture, c'est Bien aussi de l'art. Et sûr, quand on fait une œuvre euh, oui, aussi magistrale, c'est également de l'art. Par conséquent, c'était un dialogue entre artistes. Je pense que c'est très absolument. important de le souligner. Voilà. Absolument, c'est très très juste et c'est très beau. Il aurait beaucoup aimé ça. Si vous y avez ajouté la musique, ça aurait été encore mieux. Oui, il y avait le piano, et oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Toutes, toutes les formes d'art, l'école des beaux-arts, voilà, absolument. Non, le problème, c'est que la controverse existe seulement avec l'art qui est un art qui utilise l'image. Et c'était ça le problème. Bon, moi j'ai eu la chance d'arriver déjà au moment où on avait le droit d'en parler et j'ai contribué, j'espère, un peu à faire de l'art juif quelque chose qui était aussi académique que l'art chrétien ou que l'art musulman. Mais il y avait une époque où c'était des mots qu'on ne connaissait pas ensemble. Un juif ne faisait pas une image, il ne représentait pas quelqu'un. Alors, la poésie était admise. Au contraire, c'était les juifs dans l'Allemagne des années 30. Et combien il y avait de juifs qui avaient fait de la poésie et ça, c'était admis. Inadmissible pour le nazisme, mais c'était admis, c'était ce que les juifs avaient le droit de faire. Ils avaient le droit de faire de la musique parce qu'ils représentaient rien. Mais représenter une créature vivante, c'était absolument interdit. Et celui qui le faisait était un mauvais juif, ou bien il était quelqu'un qui faisait quelque chose qui était absolument interdit. Les premiers peintres qui ont existé au XIXe siècle, par exemple Moritz Oppenheim, Moritz Gottlieb, étaient des peintres juifs qui ont fait des portraits, ont été très très mal reçus, certains par leur famille, Moritz Gottlieb, d'autres en voyant des choses qui les effrayaient, en voyant ce que faisait le siècle des Lumières et du civisme offert aux Juifs. Moritz Oppenheim raconte que quand il était jeune, il était à Rome, il apprenait avec l'accord de ses parents, il était un juif orthodoxe du ghetto de Francfort. Ses parents lui avaient permis de peindre parce qu'il peignait des choses qui avaient un rapport avec la vie juive. Un soir, à Rome, il a accompagné son meilleur ami Philippe White, qui était un chrétien, chez lui, à la maison, pour voir ses enfants. Il avait de très beaux enfants. Il s'est trouvé que ces enfants-là avaient une grand-mère, une vieille grand-mère, à qui ils sont allés dire bonsoir avant d'aller se coucher. Kol tov veyafé. Et cette grand-mère, qui s'appelait Ursula von Schlegel, a fait le signe de la croix sur le front de ses petits-enfants. Ursula von Schlegel était la fille de Moses Mendelssohn. Et Moritz Oppenheim a dit, j'ai vu là où peut mener la lumière dans le judaïsme. Se servir du judaïsme pour sortir du judaïsme, ce n'est pas ce que nous devons faire. Il est retourné à Francfort et le reste de sa vie, pendant presque 50 ans, vous avez tous dû voir une de ces images, il a peint des scènes de la vie du ghetto de Francfort, 100 ans avant son époque. C'était ça la lumière de l'art juif pour lui, quand elle restait ancrée dans la vie juive, quand elle menait à une conversion vers le christianisme. C'est le problème de Heine qui a tellement préoccupé Neher pendant les premières années de sa vie. Heinrich Heine qui s'était converti et qui le regrettait. Franz Rosenzweig qui ne se convertirait pas et qui reviendrait au judaïsme. Tous ces problèmes-là étaient des problèmes chez Neher. Mais ça n'avait pas forcément de rapport avec l'art. L'art de l'image, ce que nous appelons l'iconographie, l'art de l'image. Et là, c'est Dora Europos qui a posé pour la première fois le problème, est-ce que ça a vraiment pu exister? Vous vous rappelez qu'on avait dit,
Doura Repos a été découvert, c'est une synagogue entièrement figurative, entièrement couverte de dessins, de peintures, en 1952. C'était déjà l'époque moderne. Ça ne pouvait pas être quelque chose de juif. Tout le monde avait dit que les juifs n'ont que la poésie et la musique. Alors c'était ce qu'on avait trouvé de plus joli comme image, c'était une synagogue conservative ou libérale, n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi, ça n'existait pas au IIIe siècle après l'ère chrétienne. Alors c'était des chrétiens, manque de peau. Il y avait des midrashim qui n'avaient pas encore été écrits et qui se trouvaient dans les images de Doura Europos. Des midrashim qui n'existaient pas chez les chrétiens. Forcément, ça devait être quelque chose de juif. Alors la publication a mené à ce que les historiens de l'art ont dit, d'accord, une fois, c'est arrivé, Besséder. C'était une petite ville perdue entre Damas et Alep, et ils ont eu le droit de le faire. Manque de chance, on a retrouvé des textes de la Gemara, en particulier des textes du Talmud Yerushalmi, qui donnent le nom d'un certain nombre de maîtres de la Gemara qui disent, dans leur époque, on a fait des peintures sur les murs des synagogues et ils ont donné leur accord. Et dans leur époque, pour le suivant, on a fait des mosaïques sur les pavés des synagogues et ils ont donné leur accord. Et c'est pour ça que j'ai montré Beth Alpha et Tzipori et tout ce dont nous savons aujourd'hui que ça a existé. Et que les rabbinim non seulement l'avaient accepté, mais s'étaient rendu compte que c'était une façon de communiquer entre les communautés juives. L'image devenait un message. Et ça devenait essentiel. Et c'est ce qu'on a retrouvé chez Neher et chez Anna Weissman. Sans qu'elle le sache, elle était en train de créer un message. Et Jackie, tu as ton tableau ici? Tu peux le montrer? Non, tu ne l'as pas amené. Attends, on n'entend pas, Jackie, là. Claudine descend le chercher. Comment s'appelle ton tableau? Le buisson ardent. Le buisson ardent. Justement, cette phrase dont André s'était servi. Et tu l'as reçu des Néer à quel moment? Quand on s'est mariés, Claudine et moi. En quelle année? En 1966. 1967? 6. 6? Ben, tu vois, c'est très près de l'histoire de Jérémie et du buisson ardent de Anna Weissman. Conservez-le précieusement. Oui, comment? C'est une œuvre qui a une double valeur. Il est très beau, il est très beau. Mais il est très beau, il est très très beau. On l'enlève, on le remet pour l'apprécier davantage, tu vois. Tu le vois tous les jours, tu fais plus attention. Mais quand tu l'enlèves, bien sûr, c'est toujours comme ça. Tu le remets maintenant que je n'ai plus mon cabinet dans cette pièce. J'ai l'intention de le mettre ici sur le mur. Oui, une très bonne idée. Une très bonne idée. En arrivant, on le voit. Voilà. Je vais mettre quelque chose d'un coup pour pouvoir le suspendre. J'attends que Claudine aille le chercher. Je vous le montre. Il est très lourd, non? Il n'est pas très lourd. Il est grand. Il fait 1,10 m, quelque chose. Oui, elle faisait, quand elle peignait, elle faisait de grandes choses. Et quand elle sculptait, elle faisait encore beaucoup plus grand. Elle a fait un monument en 89, je crois, ou en 90, un monument à la mémoire de la Shoah pour la ville de Sarcelles, autour de Paris. Il est énorme, il fait 10 mètres de haut. Wow. Où sont toutes les sculptures, à part le Aleph que vous avez dans le même, je crois, où sont les autres lettres? Les autres lettres sont chez les Blumenfeld, chez son fils Samuel et sa belle-fille Sibylle. Et le studio de Anna est encore visible si on prend contact avec eux. Voilà. Je sais pas si tu veux. Voilà, il y a un petit peu de lumière qui joue des tours. Je ne peux pas voir grand-chose d'autre. Vous voyez,
Voilà, il y a il y a du rouge et du noir et un blanc éclatant. C'est une très, très belle œuvre. Voilà, maintenant, il faut que tu invites Jackie et Claudine, il faut que vous invitiez tout la Medreshet Yehuda de venir voir un Weissman en couleur chez vous. Voilà. Voilà. Bon, je crois que j'ai assez parlé, hein? Je voudrais dire encore une chose, à mon avis, de l'importance du travail que vous faites sur l'art juif, parce que ça n'est que finalement récemment qu'il y a des écoles religieuses Oui. qui permettent aux enfants qui sont intéressés à l'art à intégrer l'art dans le cursus scolaire. Ça n'existait pas autrefois. Ça, Maintenant, ça c'est n'existe certainement lié au travail que vous faites. pas. Nous avons, je ne suis pas toute seule, nous avons, et Oui, mes élèves aussi, créé un contact avec les écoles, les Mechlalot, qui forment des professeurs, de façon à ce qu'il y ait des professeurs d'histoire de l'art et surtout d'art juif dans les lycées Mamlartim Datim. Les lycées Mamlartim, il n'y a pas de problème. J'ai eu la grande joie de découvrir que dans le lycée où vont mes petits-enfants à Mascaret Batia, il y a une de mes anciennes élèves qui est professeure d'art juif. Et je vous assure que ça fait très plaisir, ce genre de choses. Je vais vous dire où est la difficulté. C'est relativement facile de faire avec des femmes. Quand on s'adresse à une yeshiva, en dehors de la yeshivat Machanaim du Rav Shlomi Wilk, qui est notre yeshiva familiale, la majorité des rachés yeshivot ne sont pas prêts à accepter que quelqu'un vienne enseigner de l'art chez eux. Et là, il reste encore un problème qui va durer pendant un certain temps. J'ai disséminé tout ce que je pouvais. Maintenant, je suis à la retraite, je récolte les fruits, c'est tout. Ça n'ira pas plus loin que ça. Il faut que la nouvelle génération fasse son travail. Et les nouvelles générations de nos pays ont tant à faire dans notre beau et triste pays que quand on en pas arrive triste. Non, là, pas triste. Pas triste. Pourquoi triste, pas triste pour nous, mais triste dans la façon dont on l'évalue, pas nous, à l'extérieur. Ok. Et quand ils en arriveront à l'art juif de nouveau, je serai contente. Ça voudra dire que le reste s'est calmé et qu'on est revenu au shalom et de façon plus importante à Beyachad. C'est la chose que nous devons apprendre. Je vous remercie tous d'avoir écouté. Voilà, Kavod, c'est nous qui vous remercions. Je vais peut-être ajouter juste un petit mot. Je crois que c'est un monde passé, mais une correspondance entre deux personnes, c'est quelque chose qui n'existe plus. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui a existé pendant des siècles. Bien sûr. Aujourd'hui, on pourra publier la correspondance de WhatsApp de, je ne sais pas, de Elisabeth et de Claudine. Ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile à faire que des lettres que mais il faut dire que ça, c'est Rina. L'idée de garder dès le départ chaque lettre, il fallait voir les classeurs qu'il y avait dans le bureau et qui étaient marqués correspondance. Chaque lettre était d'abord aplatie, rangée dans un plastique, déposée dans le dossier et ensuite, au fur et à mesure que le temps a passé, photocopiée. Et ensuite, dans les dernières années, Rina avait engagé Karine Brenner pour être sa secrétaire et pour taper à l'ordinateur, qu'elle n'y comprenait rien du tout, elle ne savait pas comment s'en servir, toutes les lettres qu'elle avait. Et je vous dis, ce sont les lettres entre Lénéer et Anna Weissman. Il y a des tonnes de lettres qui sont prêtes à être publiées. C'est Francine Kaufmann qui avait demandé à en prendre la prérogative, mais malheureusement, ça n'a pas avancé dans les dernières années, mais il y a des choses merveilleuses. Des correspondances entre Neher et Ben Gurion, entre Neher et Menachem Begin et Golda Meir. C'est incroyablement riche. Il y a encore à faire, mes petits-enfants. Ceux qui sont plus jeunes que nous, j'en ai vu passer l'un ou l'autre ici, je ne sais pas, il y en avait beaucoup, mais enfin, il y a du travail. Dans ce beau pays, il y a énormément de choses à faire. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Kavod. Merci.